Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers adhérents. Je suis particulièrement heureuse d'aujourd'hui de voir combien vous êtes nombreux. Et je devine pourquoi, malgré le beau temps, vous êtes si nombreux. C'est d'abord à cause de la notoriété de notre invité aujourd'hui. Et nous sommes vraiment très reconnaissants au professeur Yves Coppens d'avoir accepté et de nous avoir honorés de sa présence. Mais je crois qu'il y a aussi une deuxième raison, c'est que vous êtes déjà, les années précédentes, vous avez été fort nombreux à ce cycle qui est organisé par Hilaire Multon, le directeur du musée et du domaine de Saint-Germain. Et c'est, je trouve, une grande chance pour l'Université libre et je dis aussi un très grand plaisir pour nous de pouvoir collaborer avec le musée parce que, à la fois, c'est une ouverture vers toutes les autres institutions culturelles de la ville et pour vous, une ouverture sur la ville. Donc, c'est une satisfaction culturelle pour nous, pour tous les deux. L'an dernier, nous avions fait le cycle sur le Second Empire parce que c'était le contexte général, le moment où le château avait été réhabilité. Et donc, cette année, c'est le 150e anniversaire du musée. Et Hilaire Multon a tenu à nous faire bénéficier de toutes les cérémonies, de tous les programmes qu'il organisera. Alors je vais lui laisser la parole, je pense que vous le connaissez tous, mais je rappelle brièvement que, outre ses fonctions de gestion de l'établissement culturel, c'est aussi un historien, et c'est à ce titre qu'il peut nous proposer ces beaux cycles qui intéressent à la fois la ville de Saint-Germain et l'histoire nationale, un historien spécialiste de l'histoire du 19e siècle italien, du Risorgimento, et il vous en a déjà parlé dans les années passées, j'espère que vous recommencerez. Voilà. Merci Madame la Présidente, je vais être extrêmement bref, et d'abord en remerciant le professeur Coppens de sa présence, ceci pour vous dire que quand il m'a été proposé de poursuivre le chemin que nous avons depuis maintenant 3 ans avec l'Université libre de Saint-Germain-en-Laye, j'ai accepté et j'ai souhaité l'inscrire dans cet anniversaire. C'est un anniversaire que nous avons voulu ouvert sur la ville, ouvert sur ses habitants. Vous vous souvenez peut-être, pour certaines et certains d'entre vous, que le 12, 13, 14 mai, le professeur Coppens était là avec la directrice des musées de France. Le soir, le 12 mai, nous avons accueilli les reconstituteurs de la Légion 8 Augusta dans le domaine national. Et je crois que ça a marqué beaucoup d'esprits parce qu'on les a vus également dans la ville. J'ai encore en mémoire les échanges que j'avais eus alors avec monsieur le maire Emmanuel Lamy, décédé depuis. Et évidemment, c'est un moment extrêmement fort et extrêmement important dans la vie de la cité. Et je voulais que cet anniversaire d'une grande institution nationale, d'un grand musée national, résonne et ait des échos. N'oublions pas, par exemple, que Gabriel de Mortillet fut non seulement maire, mais aussi député de la Seine-et-Oise, après une carrière brillante dans la recherche préhistorique. Je ne serai pas trop long en vous indiquant que ce cycle, c'est 150 ans, bien sûr, d'histoire, de regard sur l'archéologie. Il s'appelle Histoire au pluriel d'archéologie et il est inauguré aujourd'hui par une des plus grandes figures de la science, de la recherche paléo-anthropologique française, à travers Yves Coppens. Je ne lui ferai pas l'injure de le présenter, ce serait très maladroit de ma part. En revanche, je puis dire que c'est un honneur de le recevoir ici, à l'Université libre, au nom de mon établissement, et vous dire également que c'est par les grandes voies de la recherche, par ces voies qui, pour ainsi dire, dès le départ au musée, ont questionné les origines de l'humanité. Dès les origines du musée des Antiquités, alors celtiques et gallo-romaines, bientôt Antiquité nationale, il y a les pères fondateurs, les pionniers. Jacques Boucher de Perthes est un des premiers donateurs du musée des Antiquités nationales. Et par la suite, les conservateurs, les scientifiques, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à l'abbé Breuil, jusqu'à Henri Delporte, se ont questionné, non pas tant notre nation, ses contours, ses périmètres, ses limites, ses frontières qui sont souvent poreuses et qui n'ont pas de sens dans les périodes les plus anciennes du temps, mais aussi le temps très long, la profondeur du temps et l'humanité elle-même. Souvent d'ailleurs avec de vrais débats. Et donc c'est pourquoi il m'a semblé naturel, et je le remercie vivement, qu'Yves Coppens, une de ces grandes figures de notre science, une des grandes figures de la paléoanthropologie à l'échelle mondiale, nous raconte et dise lui-même
ce qu'a été l'aventure de ses découvertes et son travail d'archéologue et de scientifique depuis le Morbihan et aujourd'hui à l'échelle du monde. Pour vous dire que ce cycle va se perpétuer jusqu'au mois de juin, que nous y accueillerons des historiens, des conservateurs du patrimoine, des archéologues, et le but est bien sûr de faire résonner l'institution dont j'ai la responsabilité avec les débats du temps, les recherches les plus récentes. Nous aurons ainsi le plaisir d'accueillir par exemple Anne Lehorf et Jean-Louis Bruno, qui ont publié récemment sur ce qu'on appelle la proto-histoire européenne et sur la période gauloise, l'ancien président de l'INRAP, Jean-Paul Demoule. Donc je suis très heureux d'avoir à nouveau collaboré et vous remercie de votre confiance. Vous êtes très nombreux et c'est l'occasion de dire qu'un grand musée national qui s'inscrit dans une démarche d'ouverture à la cité, de questionnement sur l'homme, sur ses origines, sur ses cultures au fil du temps, n'a de sens que parce qu'il a un public, il a des publics. Et ce public, il est là aussi pour écouter Yves Coppens. Je le remercie encore de sa venue à Saint-Germain, qui nous honore et qui m'honore particulièrement. Merci à vous. Merci, Monsieur Multon, merci, Madame la Présidente. Merci de m'inviter dans votre université et dans votre musée en même temps, puisque c'est le musée aujourd'hui qui est aussi à l'université. Je me souvenais, et une personne ici m'a confirmé, que j'étais déjà venu dans votre université, ici à Saint-Germain. Alors, je n'avais pas vérifié dans mes archives, mais ce serait facile à vérifier. Et m'a-t-on dit, c'était autour des années 95, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est donc la deuxième fois, c'est pas une première, Monsieur le directeur. Mais je suis très heureux d'être là aussi pour le 150e anniversaire du musée d'archéologie, désormais, précédemment musée des Antiquités nationales. Et j'adore les commémorations, donc je regrette qu'il n'y ait pas de bougies là ce soir. Je vous ai proposé un sujet un peu prétentieux, puisque je vous ai proposé un sujet qui règle en quelque sorte la question de l'origine de l'homme, de l'endroit où il est né, de la date de sa naissance, de la raison pour laquelle il est né et la manière dont il est apparu. En général, c'est pas vrai, mais quelquefois on dit, ça y est, on a trouvé où, quelquefois on dit, on a trouvé quand, quelquefois on dit, on a trouvé comment, mais quelquefois aussi, certains, que je pourrais citer, disent, on ne sait pas pourquoi. Ben moi, je sais pourquoi. Vous voyez que c'est provocateur. Je sais tout, quoi. Donc, merci beaucoup. On va partir de très loin pour vous amuser, puis vous faire un peu rêver, mais surtout mesurer la profondeur du temps. Je commence souvent de la même manière pour percevoir quelque chose de très simple, c'est que l'homme est un être vivant, ça vous pouvez vous sentir, hein, vous êtes bien vivant. À ce propos, d'ailleurs, parenthèse, j'adore les Chinois qui disent « quand le matin on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort ». Ça, je trouve ça formidable. Donc, comme à un certain âge, au mien, en tout cas, on a mal toujours quelque part, ça rassure. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire du tout. Donc, l'homme est un être vivant, et les êtres vivants, bien sûr, sont liés à la vie en général. Et l'origine de la vie se situe autour de 4 milliards d'années, et elle se situe sur la Terre. Alors, c'est pas sûr qu'elle soit apparue sur la Terre. Peut-être qu'elle est apparue ailleurs dans le système solaire, mais comme le système solaire a le même âge que la Terre, c'est-à-dire 4 milliards 600 millions d'années, je vous garantis pas le jour, hein. 4 milliards 600 millions d'années, pas 5 en tout cas. Donc cette histoire de l'homme se mêle à l'histoire de la Terre, qui se mêle à l'histoire du système solaire, qui lui-même fait partie bien sûr de l'histoire de l'univers. Donc de proche en proche, quand on dit « racontez-moi l'origine de l'homme », c'est aussi la vie, c'est aussi la Terre, c'est aussi l'univers. Donc on va jusqu'à une certaine date. Alors une certaine date seulement, qui a l'air comme ça importante, mais qui finalement, enfin je ne peux pas dire qu'elle ne le soit pas, mais elle a un certain intérêt, mais au-delà on ne sait pas ce qui se passe,
Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et cet âge limite, c'est 14 milliards, autour de 14 milliards d'années. J'ai rencontré l'Américain qui a daté, non pas l'univers, mais la première perception de l'univers. Et il m'a dit, à la manière tout à fait scientifique, tu sais, j'ai fait un essai, j'ai trouvé 13 milliards 5, puis après j'ai fait un autre essai, j'ai trouvé 13 milliards 9, alors j'ai dit 13 milliards 7. Je dis, on fera avec, ça ira. Donc c'est autour de 14 milliards d'années. Et quand je vous dis que c'est à la fois formidable et à la fois pas décevant, faut pas exagérer, mais c'est à la fois, à partir du moment où c'est compté, c'est à la fois limité, donc c'est pas extraordinaire. Ça veut dire que, par exemple, il y a 20 milliards d'années, on ne sait pas ce qui se passait. Il y a 100 milliards d'années, n'en parlons pas. Donc c'est assez triste, quoi. On ne sait pas grand-chose. On peut raconter l'histoire des 14 derniers milliards d'années. Je m'en contenterai ce soir. Donc, 14 milliards d'années, ce n'est pas l'origine de l'univers, mais c'est la première perception de la vie, de la lumière. Première perception de la lumière, première perception de l'univers. Et c'est amusant, ça, en quelque sorte, parce que vous savez, ça rejoint certains textes sacrés qui disent « et la lumière fut ». Alors, il n'y a pas de message dans mes histoires, mais c'est amusant de voir le lien, parce qu'au moment où il y a des photons, on voit clair. Et c'est vrai que les astrophysiciens, quand on leur dit « qu'est-ce qui se passe avant ?», ils vous répondent « c'est opaque ». Donc c'est opaque, ça veut dire qu'on voit pas très clair. Hein. Ça veut dire qu'on ne sait pas, quoi. Ils disent autre chose, d'ailleurs, qui est très jolie. Ils disent, c'est une question ouverte. Moi, j'adore ça, oui. Question ouverte, ça veut dire que vous pouvez toujours y aller, on ne peut pas répondre. Et c'est une manière habile de se tirer d'affaire. Et quand on vous pose, par exemple, la question, sachez-le si vous me la posez tout à l'heure, et Dieu, eh bien, ils répondent, c'est une question ouverte. Voilà. C'est pas réglé, on est tranquille, on ne sait pas, donc vous ne savez pas, moi non plus. En tout cas, 14 milliards d'années, ça y est, il fait jour. Et depuis 14 milliards d'années, ce qui est très intéressant, moi, ça m'intéresse beaucoup et ça me fait beaucoup réfléchir. La matière est perceptible et cette matière est tout de suite extrêmement agitée. Elle change tout le temps. Alors c'est très intéressant parce que aujourd'hui on vous dit que les générations changent, on vous dit que le climat change, bien sûr, et ça changera encore, et ça changera d'autres fois, et ça changera tout le temps, parce que tout change tout le temps depuis 14 milliards d'années. C'est effrayant, hein ? Vous allez mal dormir. Pas de stabilité en tout ça, ça change. Donc cette matière première, cette première matière, est extrêmement simple et elle se transforme, et au fur et à mesure de sa transformation, de son changement, elle devient plus compliquée, de plus en plus compliquée et de mieux en mieux organisée. Et c'est pas innocent si je parle de 14 milliards d'années, c'est que l'homme se situe dans cette grande histoire, grande flèche du temps et de l'histoire. C'est de l'histoire, hein. Un paléontologue est un historien. Donc nous voilà dans l'espace, avec une matière qui change dans des conditions physiques qui, elles, ne changent pas. Ça, c'est formidable. Les lois de la physique ne changent pas. Et c'est bien pratique, parce qu'autrement, on ne comprendrait rien. Et cette matière change jusqu'à devenir très compliquée sous la forme de molécules. Et lorsque le système solaire s'installe dans la Voie lactée, système solaire qui est un système stellaire, hein, le Soleil c'est une étoile, et bien dans ce système stellaire dans lequel la Terre prend sa place, commence à tourner autour de son étoile, dans ce système-là, les molécules se trouvent apparaître au fond de l'eau sur la Terre, et au fond de l'eau sur la Terre, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont se compliquer et s'organiser. C'est-à-dire qu'on passe d'une matière qui, dans l'espace, se complique et s'organise, à une matière qui, sur la Terre, dans l'eau, se complique et s'organise. Ce qui est très cohérent. Et c'est toujours agréable en science d'avoir une suite logique.
Et cette matière qui, au fond de l'eau, va s'organiser, elle va s'organiser en cellules. C'est-à-dire qu'on passe d'une matière dite inerte à une matière dite vivante. C'est un drôle de changement, ça. Hein? C'est-à-dire que cette matière inerte est là dans l'espace, et sous prétexte qu'elle se complique un tout petit peu, que les molécules s'agglomèrent et que les molécules s'entourent de membranes et deviennent des cellules, deviennent des entités, deviennent des personnalités, si on peut dire, enfin, des entités distinguables les unes des autres, eh bien, ces cellules vont être dotées de ce pouvoir de reproduction. Et c'est ça la vie. C'est-à-dire que d'un coup, dans une continuité, on a une petite discontinuité. Et j'emploie toujours cette formule anglaise, je pourrais la mettre en français, mais elle est drôle, enfin c'est en anglais que je l'ai apprise, et les Anglais disent, je ne sais plus quel Anglais d'ailleurs dit ça, sometimes more is different. Donc quelquefois, un tout petit peu plus de quelque chose, et ça fait autre chose. Et ça on le sait bien, hein. C'est un changement de seuil. Finalement, quand on a de l'eau sur le feu, si vous laissez votre casserole, il y a plus d'eau dans la casserole au bout d'un certain temps. C'est le passage d'un seuil et le changement d'état de la matière en question. Or là, la matière, elle est dans l'univers, elle est sous la forme moléculaire, et puis les molécules agglutinées ensemble, au fond de l'eau, vont faire des cellules qui vont se reproduire. Et c'est le début de la vie. Donc la vie, c'est 4 milliards d'années, je vous l'ai déjà dit. On est parti à 14 milliards, là on est à 4 milliards. Et cette vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se compliquer et s'organiser. Vous savez, je fais comme les chanteurs, reprenez le refrain, elle va s'organiser et c'est compliqué. C'est-à-dire que cette vie, elle va être d'abord unicellulaire, juste des petites cellules toutes seules, et puis ensuite elle va devenir pluricellulaire, forcément, et puis cette pluricellulaire va elle-même se diversifier, et elle va se diversifier de façon extravagante. La nature est extrêmement créatrice, elle est extrêmement fondatrice de nouvelles formes, de nouvelles espèces, de nouvelles apparences, de nouvelles morphologies, de nouvelles adaptations. Et cette diversification est le second paradoxe que l'on trouve dans toute cette histoire. Le premier, c'est plus organisé et plus compliqué, donc plus compliqué mais plus organisé, ou l'inverse. Et cette fois-ci, avec la vie, on a plus compliqué et plus organisé, mais de plus en plus diversifié, adaptation à l'environnement, et en même temps, de mieux en mieux contrôlé. Dès le début, il y a ce fichu ADN, au début on l'appelle ARN, mais c'est pareil, qui vous contrôle votre succession, votre héritage, de telle manière qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est très intéressant, parce qu'on va le retrouver aussi chez l'homme, ce paradoxe. Donc cette vie, elle va s'adapter à tous les milieux qu'elle rencontre, et sur la Terre, elle va en rencontrer un certain nombre, mais pas une infinité, et elle va s'adapter de manière extrêmement intéressante. Quand on est naturaliste et qu'on regarde la manière dont se sont adaptés les animaux, les plantes, enfin vous savez ça aussi bien que moi, c'est extrêmement séduisant, parce que c'est plein de folie, plein de bricolage, plein de choses, d'idées, entre guillemets, étranges. Et en général, la botanique fait moins d'effet que la zoologie. Moi, j'ai fait les deux, et lorsque on étudie les plantes, que l'on filme les plantes et qu'on les filme en accéléré, on les filme pendant très longtemps et puis on accélère le film, c'est très impressionnant, parce que ça ressemble, vous avez dû peut-être voir des documentaires comme ça ressemble à la vie animale. Le fait que la vie végétale ne soit pas aussi spectaculaire, c'est parce que sa réaction est beaucoup plus lente, son action est beaucoup plus lente, son évolution est beaucoup plus lente. Mais en fait, si on l'accélère, on arrive aux vitesses du monde animal, et c'est aussi impressionnant que le monde animal.
C'est très impressionnant d'existence, de vie, encore une fois, et de transformation, adaptation. On a l'impression que, au début, je vous le dis un petit peu quelque chose comme ça, on a l'impression que la matière a une obsession. C'est l'obsession de se transformer, et puis cette matière ensuite a une autre obsession, lorsqu'elle est vivante, c'est une obsession de survivre à tout prix, conserver absolument l'espèce qui a été fabriquée. Et c'est pour ça qu'il y a des quantités de pollen dans une fleur, c'est pour ça qu'il y a des quantités d'œufs sous n'importe quel poisson, etc., etc. Il y a une multiplication des éléments de reproduits pour arriver à en sauver quelques-uns, quoi. Donc c'est amusant ça aussi, parce que on constate ces choses, mais on n'y pense pas forcément d'un point de vue, je ne sais pas si je dois dire plus philosophique, parce que c'est un point de vue un petit peu populaire, de la conception un peu populaire de la philosophie, mais moi je ne suis pas un philosophe de toute manière, mais c'est une manière d'y réfléchir, quoi, simplement. Donc, obsession de la survie à tout prix, et la transformation des espèces, l'adaptation des espèces, le transformisme, ce qu'on a appelé l'évolution, c'est rempli de choses de ce genre, rempli de bricolage pour survivre. À tout prix, c'est le mot. Et quand on est paléontologue, vous savez qu'on étudie la transformation d'une faune, la transformation d'un écosystème, la transformation d'un certain nombre d'espèces. On est très frappé par la réussite de certains. On est très frappé, presque attristé, par la déconfiture d'autres, la disparition d'autres. Il y a des bêtes, il y a des plantes qui ne réussissent pas à leur adaptation et elles disparaissent. Ça s'appelle une extinction. Alors peut-être qu'on va réanimer tout ça un jour, puisque désormais on clone et il se passe des choses bizarres, mais enfin pour le moment il y a quand même un immense monde mort, et si la paléontologie bénéficie de la résurrection de tous ces gens-là, quel bonheur. À propos de résurrection, décidément, je fais des allusions qui ne sont pas souhaitables, mais je me suis trouvé à New York un jour, au début des années 80. Il y avait une grande exposition qui s'appelait The Hard Evidence, l'évidence solide. Et c'était un petit peu pour réagir justement contre le créationnisme. Il y avait des vitrines avec des verres par balle. Vous voyez, Monsieur Multon, ce qu'il faut faire au musée d'archéologie. Et beaucoup de fossiles originaux, ce qui était nouveau, avaient fait le déplacement, si j'ose dire. On avait fait le déplacement avec eux à l'American Museum of Natural History pour montrer aux gens que la paléontologie, l'histoire que l'on racontait n'était pas une légende et qu'on avait véritablement les témoins de cette histoire. Et ce que je veux dire, c'est que, curieusement, quand on y pensait, tous ces fossiles originaux étaient, toute distance et tout âge confondu, ensemble, réunis là, dans un lieu. Vous vous rendez compte, Lucie, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, petite bonne femme bonne femme de 3 millions d'années, s'est trouvée pour la première fois en Amérique, quand même. C'est drôle. Et ce que j'ai dit, mais ça n'a pas trop marché, mais ce que j'ai dit aux Américains, c'est que je souhaite qu'à cet instant-ci où je me trouve à la tribune, arrive la résurrection que certains nous annoncent, parce que tous ces petits fossiles vont tout d'un coup se retrouver sur pattes, et les Néandertals européens se retrouver en Amérique, ça va être drôle, se retrouver face à Lucie avec des différences de centaines de milliers, de millions d'années parfois, ça va être drôle. J'ai pas eu beaucoup de succès, hein, je crois. Donc je suis très vite passé à autre chose. Ça n'a pas bien marché. C'est peut-être parce que mon anglais était mauvais, mais je trouvais ça drôle quand même, comme idée enfin. D'ailleurs, détail, c'est la première fois que de l'aéroport Kennedy jusqu'à l'American Museum, je suis emmené avec des motards sifflants. Tout simplement, c'est pas pour moi, c'est parce que je transportais des Néandertals originaux. Et pour protéger les Néandertals, j'ai eu droit à la police à moto, pas à cheval, mais à moto, jusqu'à l'American Museum. Ça, on est rentré très vite dans Manhattan. Enfin, ça, c'est autre chose.
Donc, c'est amusant de penser à ça quand même. Donc, nous voilà dans cette vie étonnante, cette vie qui est tout de suite extrêmement active, mais elle est d'abord active dans l'eau. Alors, on va pas traîner dans l'eau, mais songez quand même que cette vie dans l'eau a duré 3 milliards 500 millions d'années, 3 milliards 500 millions d'années dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait personne sur les terres émergées. Il y avait personne dehors. Tout le monde était dans l'eau. Alors quand on dit parfois, mais l'homme descend, on dit que l'homme descend du singe, mais non, il descend du poisson. Ben, tout ça c'est vrai, mais ça dépend à quelle époque, quoi. Alors il y a un certain nombre de centaines de millions d'années, oui, l'homme descendait du poisson, en effet, on est passé par le poisson, mais il y a quelques dizaines et quelques millions d'années, la descendance du singe est incontestable, c'est autre chose. Donc nous voilà dans l'eau, et puis un beau jour, on sort de l'eau. Alors juste un détail, hein, c'est un détail simplement de manière de présenter les choses. C'est pas vrai. On n'est pas sorti de l'eau en disant bon maintenant on va conquérir les terres. Mais il se trouve que l'eau a baissé, puis elle a remonté, puis elle a baissé, elle a remonté. Alors quand vous avez l'habitude de respirer avec des branchies dans l'eau, puis que vous vous trouvez sans eau, vous êtes un peu embêté. Donc les premiers disparaissent, et puis au fur et à mesure de l'adaptation, certains arrivent à respirer dans l'air, et puis les premiers ont à la fois des poumons et des branchies, si bien que quand il n'y a pas d'eau, ils respirent les poumons, quand il n'y a pas d'air, ils respirent les branchies. Et c'est, au fond, ils sont pas sortis de l'eau, mais c'est l'eau qui a disparu ou est réapparue, etc. Enfin, toujours est-il que autour de 500 millions d'années, disons, c'est un chiffre rond, autour de 500 millions d'années, ce sont des algues, d'abord, qui se retrouvent à terre, à l'air, et puis ensuite, ce sont des invertébrés qui arrivent dans ces algues, qui petit à petit deviennent des plantes, des herbes, avec une respiration pulmonée, pas pour les herbes, mais avec une chlorophylle qui va bénéficier de l'énergie solaire. Et puis, parmi ces invertébrés, vont aussi apparaître derrière ces invertébrés, vont aussi suivre les vertébrés. Et que je sache, dans la collection de paléontologie, le premier vertébré terrestre que l'on ait pour le moment, la première preuve de vertébré terrestre que l'on ait, c'est dans une île au large de l'Irlande, à l'ouest de l'Irlande, et ce sont des empreintes de pas de 320 millions d'années. On ne peut pas faire mieux, hein. Je m'excuse, mais j'espère revenir et qu'on ait fait quelques progrès, mais pour le moment, c'est 320 millions d'années. Alors, cette fois-là, ça y est, les vertébrés, ça nous concerne puisqu'on est des vertébrés, sont hors de l'eau. Ils sont aussi hors de l'eau. Il y en a qui restent dans l'eau et qui sont encore dans l'eau aujourd'hui, mais il y en a qui sont sortis. Et puis ces vertébrés-là, ils vont évoluer, ils vont se développer, ils vont devenir... pour certains d'entre eux, des batraciens, pour d'autres d'entre eux, toujours des poissons ou des amphibiens d'autres sortes, pour certains de ces gens-là, des reptiles, et puis pour certains des reptiles, des mammifères. Enfin, vous connaissez l'histoire habituelle. Et on arrive vite à ce grand ordre, cette grande classe des mammifères qui est la nôtre et qui nous intéresse forcément particulièrement parce que c'est de nous qu'il s'agit. Il ne faut pas oublier que si je cours comme ça, c'est pour arriver à l'homme. C'est de l'homme que je suis venu vous parler quand même. De l'humain, disons. Et ces mammifères, ça aussi c'est amusant à se rappeler, ces mammifères ont 100 millions d'années de vie où ils ne sont qu'ovipares, c'est-à-dire que nous avons pondu des œufs, si j'ose dire, avant d'avoir nos enfants dans des placentas. Donc il y a une longue histoire de mammifères ovipares avant d'avoir une belle histoire des mammifères vivipares. Et ces mammifères vivipares ont eux-mêmes une centaine de millions d'années, ce qui fait pour les deux, pour l'ensemble des mammifères, un peu plus de 200 millions d'années en fait, un peu plus de 200 millions d'années. Et au sein des mammifères vivipares, je continue à toute allure, apparaît l'ordre des primates qui couvre ce que l'on appelle les grands singes, les petits singes et les humains. Ça y est, on s'approche
de l'histoire fatidique. Ces gens-là sont très intéressants. C'est un modèle, nous sommes, nos ancêtres sont un modèle d'adaptation. Ça fait plaisir quand même. Descendre du singe, ça fait pas trop plaisir, mais quand même, le fait qu'on soit un modèle d'adaptation, ça récupère un petit peu cette épouvantable histoire des singes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on cherche notre origine de proximité, elle apparaît autour de 70 millions d'années. Vous voyez que c'est une proximité, hein, on est parti à 14 milliards quand même, je vous le rappelle. Et cette origine de proximité, elle se fait à partir d'insectivores. Nous descendons d'insectivores. Alors avant les insectivores, on descendait de reptiles, avant des reptiles, nous descendions de poissons, tout ça, ça marche. Hein. Et avant les poissons, d'invertébrés, et avant les invertébrés, de molécules. Tout ça, c'est dans notre corps, d'ailleurs, on a des restes de tout ça sur nous. Et ces primates, ces insectivores, se trouvent confrontés à un milieu qui n'est pas occupé. La nature a horreur du vide, vous savez bien ça. Et le milieu qui n'est pas occupé, c'est un milieu arboré, ce sont des arbres, et ce sont des arbres à fleurs. Et comme ce sont des arbres à fleurs, ce sont des arbres à fruits. Ça n'a l'air de rien, on ne le sait pas, mais c'est la première fois qu'apparaissent ces végétaux-là. Auparavant, il n'y avait pas d'arbres à fleurs. Et ces arbres à fleurs et à fruits vont faire que ces insectivores-là vont devenir des primates, c'est-à-dire sont des insectivores qui vont s'adapter à l'arboricolisme, au grimper, et puis s'adapter à consommer des fruits. Donc le fait que notre origine remonte à, l'origine de proximité, encore une fois, remonte à une cinquantaine, je dis 70, mais ça dépend des opinions, mais autour de... faut pas me chicaner là-dessus, hein. C'est une question ouverte. Autour de 50 à 70 millions d'années, ça dépend des opinions. On n'est pas, c'est pas une marge d'erreur aussi grande, mais c'est parce que il y en a qui font démarrer les primates à 50, d'autres à 70, peu importe. Et donc ces gens-là, nos ancêtres incontestables, sont donc des êtres qui se sont adaptés aux arbres et aux fruits, à la consommation de fruits et à la consommation de fruits dans les arbres. Je trouve que c'est très poétique en essence. Les singes, c'est moins poétique parce que ça nous ressemble tellement que ça nous embête, forcément. En général, d'ailleurs, où on adore les singes, où on en a horreur. Et dans ma famille, c'est bien partagé. Ma femme a horreur des singes et moi, je les aime beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'humanité est partagée en deux. Et ça veut dire la même chose. Hein. Ça veut dire que quand on les regarde, on croit d'une certaine manière se regarder un petit peu. Peut-être qu'eux, quand ils nous regardent, d'ailleurs, pensent la même chose. Mais ça, en général, ils ont la pudeur de ne pas nous le dire. Donc nous voilà installés dans le monde des primates. Et tout ceci, pourquoi je raconte ceci ? Parce qu'il suffit de regarder un corps de singe. Il a toute cette information sur lui, de même qu'on a nous-mêmes cette information sur nous. Par exemple, à cette époque-là, on avait des griffes. Et pour mieux grimper aux arbres, les griffes sont devenues des ongles. C'est-à-dire que si vous avez des ongles, c'est tout simplement parce que vous grimpiez, si je peux me permettre, Madame la Présidente, j'exagère. Nous grimpions aux arbres il y a 50 millions d'années. Par ailleurs, par exemple, si on a un petit os ici, je dis ça aux enfants souvent quand je vais voir les enfants dans les écoles, alors tous se tâtent, je leur dis, regardez, ça s'appelle la clavicule. Alors la clavicule, c'est fait pour élargir un peu l'empattement, et c'est pas fait pour écarter les bras, mais c'est fait pour non pas serrer votre maman ou serrer votre petit voisin ou votre petite voisine, mais c'est pour serrer l'arbre auquel on grimpe. Alors je vous assure que dire ça à des enfants, dans la cour de récréation, après on les voit faire des essais pour voir si ça marche, etc. Si on a l'opposabilité du pouce, c'est pas pour tenir le stylo, hein, c'est aussi pour la saisie, c'est la même chose.
Et à ce moment-là, on avait cette saisie non seulement à l'extrémité des membres supérieurs, mais aussi à l'extrémité des membres inférieurs. Et cette saisie, c'est la saisie des branches, bien sûr, c'est tout à fait classique. Et évidemment, cette saisie s'est considérablement affinée, renforcée au fil des années, au point d'être aujourd'hui cette saisie du stylo dont je vous parlais précédemment. Enfin, etc. On lit tout ça très bien dans le corps. Et notre travail de paléontologue, c'est souvent de lire l'anatomie, de lire la morphologie pour lire l'histoire, tout simplement. Alors, c'est que ce qu'ils vont faire, ces primates, ils vont faire comme les autres, ils vont se déployer, développer, devenir de plus en plus variés, diversifiés, adaptés à 36 000 milieux, couvrir la Terre entière en commençant par les tropiques. Ce sont tous des êtres d'origine tropicale. Et ils vont se déployer avec cette superbe diversité, biodiversité, dit-on aujourd'hui, que l'on connaît chez tous les autres êtres vivants. Donc nous voilà dans le monde des singes, et il y a 10 millions d'années, ça y est, on approche, il y a 10 millions d'années, 10 millions seulement, hein, tout à l'heure on était à 14 milliards, il y a 10 millions d'années, certains de ces singes qu'on appelle des grands singes, sont les ancêtres communs des chimpanzés et des hommes. Des chimpanzés et des hommes. Moi, je comprends votre silence. Il y en a qui espéraient qu'il y ait des nouveautés dans la paléontologie. Ben non, on est toujours là. Les chimpanzés sont incontestablement nos cousins. Et ces ancêtres-là, il y a 10 millions d'années, ont eu des enfants. Et ces enfants se sont probablement, enfin, ça c'est pas très clair parce qu'on n'a pas trop de fossiles à ce moment-là, mais se sont probablement trouvés soit dans des milieux couverts, soit dans des milieux découverts. Autrement dit, à partir de ce moment-là, il y a un changement climatique qui laisse la forêt d'un côté et puis qui ouvre la forêt de l'autre. Donc, souvenez-vous, terrain couvert, terrain découvert. Et dans le terrain couvert vont se développer les pré-chimpanzés et les chimpanzés qui se développent. On dit comment ça se fait que les chimpanzés n'ont pas évolué, nous on a évolué, c'est pas vrai. Les chimpanzés ont évolué aussi, mais en s'adaptant de mieux en mieux à ces terrains couverts. Et puis de l'autre côté, le terrain se découvre pour des raisons climatiques, et dans ce terrain qui se découvre vont se développer les préhumains et les humains. Pré-chimpanzés, chimpanzés, préhumains, humains. Et là, les préhumains, ça commence à nous intéresser, et je vais vous en parler un peu plus longuement, mais les préhumains, il y a 10 millions d'années, vont donc, pour s'adapter à ce milieu qui se découvre, se mettre debout. Alors ça me renverse, si j'ose dire. Je marche mal désormais, et je regrette qu'on soit mis debout il y a 10 millions d'années. Enfin, ça c'est autre chose. Donc 10 millions d'années, c'est drôle quand même. Se mettre debout pour s'adapter à ce changement de milieu. Et ces préhumains debout, dont encore une fois je vais vous parler, sont à la fois bipèdes, comme ils sont debout, ils marchent sur leurs deux pattes de derrière, et ils continuent à être arboricoles. Ils sont bipèdes, mais ils continuent à grimper. Ils grimpent comme ceux d'avant et ils commencent à marcher comme ceux d'après. C'est drôle, hein? C'est pas vraiment intermédiaire, mais c'est ça l'évolution et le côté miraculeux de l'évolution, le côté miraculeux de la science. C'est de trouver des choses cohérentes comme ça. Tout d'un coup, on trouve ça, c'est bizarre, on trouve ça, c'est bizarre, et puis ça colle. Ça colle au sens propre du mot. Alors, je voudrais vous parler un tout petit peu des grands singes, parce que je les adore, encore une fois, vous l'avez bien compris. Parce que c'est intéressant. Dire qu'ils sont nos ancêtres, c'est pas vrai, mais les cousins de nos ancêtres, et dans une certaine mesure qu'ils aient en même temps que nos ancêtres des grands-parents communs, ça trouble un peu quand même. Et ma propre grand-mère, je l'ai dit 1000 fois, qui était bretonne, ma grand-mère maternelle, qui était bretonne, chrétienne, me disait « Si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi, sûrement pas. » Donc c'était fermé. Et je dois vraiment radoter parce que j'étais l'autre jour en Suède, je raconte ça à l'Académie royale des sciences de Stockholm.
Le roi était au premier rang, et donc je vais évidemment saluer sa Majesté. Je ne l'ai pas vu arriver, Sa Majesté, il est arrivé pendant que je causais. Et je vais saluer Sa Majesté à la fin de la conférence. Il me dit « Ah, your famous grandmother ». Si mince, il le savait déjà. Ma grand-mère est plus fameuse que je n'imaginais. Mais évidemment, c'est amusant. Mais c'est vrai. Et comme elle a bien tenu, elle est morte autour de 99, pas tout à fait 100 ans, mais je suis sûr que je ne l'ai pas convaincue, quoi. Et elle avait tort, parce que ce n'est pas réducteur, si vous voulez. En tout cas, quand on regarde les singes, quand on les regarde vivre, on est étonné. On est étonné pourquoi ? Parce que on ne les connaît pas assez. Parce qu'il y a finalement peu de temps qu'on les étudie dans la nature, et tous les aspects qui nous amusent, ce sont les aspects anthropomorphes, les aspects qui nous ressemblent. Et c'est ça qui nous étonne. Il ne faut pas évidemment se laisser trop faire par ce genre de comparaison, mais elles sont quelquefois frappantes et quelquefois amusantes. Par exemple, on dit le capitalisme, c'est quelque chose d'abominable. Enfin, vous voyez, non seulement je parle de religion, mais voilà que je parle politique maintenant. Et je suis nul, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Je vais vous expliquer. On donne un jeu à des chimpanzés. Un jeu qui est une espèce de jeu avec des jetons. Et si le singe, le chimpanzé, met des jetons rouges, il a des cacahuètes qui tombent. S'il met des jetons jaunes, ça ne donne rien du tout. Donc des rouges, il a des cacahuètes, des jaunes, rien du tout. Donc au bout de certain temps, il n'utilise que les rouges, ce qui va de soi. Et puis on arrête la machine, on casse la machine, enfin tilt. La machine ne marche plus. Eh bien, il continue à mettre des jetons, ça ne marche pas. Il continue à mettre des jetons, ça ne marche pas. Il jette toujours les jaunes, il prend les rouges, il va faire un trou dans un coin et il va mettre les rouges en banque, en quelque sorte. Il va se les mettre de côté en attendant que la machine fonctionne à nouveau. Quand même, c'est pas mal, hein. C'est un constat, quoi, c'est drôle. Mais ça en dit long sur la nature simienne de notre origine. Et puis je vais vous raconter une histoire parce que je ne peux pas m'empêcher de la raconter, mais là aussi je radote, mais tant pis pour vous. Mais elle est tellement jolie. J'ai connu bien des gens, mais à Paris en particulier, un garçon que vous avez peut-être connu vous-même qui s'appelait Péter, Jean-Jacques Péter. C'était toute une famille de naturalistes. 3 frères et 3 femmes. Et tous les 6 étaient naturalistes, c'est quand même étonnant. Hein. Et Jean-Jacques Péter était professeur au muséum et il était à une certaine époque directeur du zoo de Vincennes, qui est devenu parc zoologique, mais qui a été fermé un certain temps, rouvert maintenant. Et avec Jean-Jacques Péter, un jour, on s'est dit, tiens, on va tester l'intelligence des chimpanzés pour voir s'ils sont vraiment nos cousins. Ce qui était idiot, mais enfin... On fait ça au zoo de Vincennes. Le zoo n'est pas plus équipé que le jardin des plantes. Le muséum est pauvre, il est pauvre, voilà. Le Muséum national d'histoire naturelle, sachez-le, si vous avez des sous à donner, donnez-les au muséum, ou à moi. Et donc, avec Jean-Jacques Péter, on installe une salle pour recevoir un chimpanzé dans les locaux du zoo. Et à Vincennes. Et cette salle, qu'est-ce qu'on fait ? On met des bananes au plafond, suffisamment haut perché pour que le chimpanzé ne puisse pas les attraper, et on met une chaise dans un coin, une table dans l'autre. Et notre idée, c'est que le chimpanzé ne pourrait pas attraper les bananes. Alors, si les malins ils mettraient la table sous les bananes en montant sur la table, ils ne pourraient pas les attraper. On est malin quand on est chercheur. Mais si le chimpanzé avait l'idée de prendre la chaise, de mettre la chaise sur la table, de monter sur la table, de monter sur la chaise, il attraperait les bananes. Donc on fait ça. Banane, table, chaise. On fait rentrer le chimpanzé, on ferme la porte. Comme on n'a pas de sous, c'est pas une salle d'observation, c'est pas une salle d'expérimentation, on commence l'observation par le trou de la serrure. Et je dis à Jean-Jacques, regarde ce qui se passe. Alors mon Jean-Jacques qui regarde, puis il me dit, tu sais, je vois rien du tout. Je dis, c'est pas possible.
frotte-toi l'œil, on a retiré la clé, les volets sont ouverts, les fenêtres sont fermées, mais les volets sont ouverts, il y a sûrement de la lumière, c'est pas possible. On regarde à nouveau. Il regarde et il me dit « Oh, c'est parce que j'ai vu l'œil du chimpanzé !» Donc, ce sont bien des cousins. Hein. On n'est pas malin quand même. Mettre des bananes si haut, enfin le chimpanzé n'a même pas regardé la table ni la chaise. Il a dû se dire pourquoi ils me mettent ça, pourquoi ils me mettent ça à cette distance. Et alors le copain Jean-Jacques m'a dit écoute, moi j'ai été pris en flagrant délit de voyeurisme. Tu te débrouilles le chimpanzé, moi je rentre, je m'en occupe. Donc c'est moi qui ai ramené le chimpanzé dans sa cage, qui était tout heureux le soir même d'avoir des bananes sur une assiette, quoi. C'est malin, hein. En tout cas, souvenez-vous, le chimpanzé est une bête étonnante et bien sûr que ce sont des cousins. Alors pourquoi on dit que ce sont des cousins ? Parce que sur le plan paléontologique, ça marche. Sur le plan éthologique aussi, sur le comportement, la preuve, ça marche. Sur le plan anatomique, sur le plan physiologique, sur le plan comportemental, tout ça fonctionne. Et maintenant, sur le plan de l'ADN, on a décrypté les 3 milliards de paires de bases de l'ADN des chimpanzés, et après avoir décrypté les 3 milliards de paires de bases de l'humain, et on voit bien les comparaisons. Il y a quelques différences, bien sûr, il y a quand même 10 millions d'années d'écart, mais les comparaisons sont telles que notre cousinage ne fait pas de doute. Donc voilà cette histoire. J'ai envie de vous raconter une petite histoire annexe à ce sujet. J'adore les histoires, hein, pardonnez-moi, mais si je viens sur scène, c'est pour me faire plaisir aussi. J'ai été invité, décidément, me voilà encore dans les religions, j'ai été invité un jour à une conférence au Vatican. Il y a une académie au Vatican qui s'appelle l'Académie pontificale des sciences. C'est une académie de sciences superbe, extrêmement solide, extrêmement sérieuse et sans confession, vraiment sans confession. Donc je vais dans cette académie et je raconte l'histoire de l'homme et il se trouve que le chancelier, qui est un évêque, pouffe de rire et il me dit « Vous vous rendez compte de ce que vous venez raconter ici ?» Je dis « Oui. Moi, j'ai pas de complaisance, hein. Vous m'invitez, je vais raconter ce que la science croit savoir, croit comprendre. » Et ensuite, je rentre chez moi, il me réinvite à un autre symposium. Je retourne, cette fois je lui parle des différentes espèces humaines, coexistence, contemporanéité de différentes espèces humaines, même chose quoi. Pouf de rire aussi, il me dit quand même, vous avez fort, si je fais ce que je peux. Il me réinvite. Il me réinvite, et puis un beau jour, par un courrier électronique, je reçois un message me disant que je suis admis comme membre, je n'étais pas candidat, à l'Académie pontificale des sciences. Alors regardez-moi bien, je suis membre de l'Académie pontificale des sciences. Je vais au Vatican, j'ai la clé. Et donc ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit par une intronisation un jour du pape actuel, François. Et j'ai été intronisé en même temps qu'une Israélienne de Jérusalem, c'est vous dire que c'est vraiment sans confession, pas sans concession, mais sans confession. Et le pape nous met une grande, enfin, aux intronisés, une espèce de grande médaille en or, qui n'est pas en or du tout d'ailleurs, autour du cou, et en nous disant que ça y est, on est membre de l'Académie. Et j'en ai profité. Comme il était penché sur moi, j'ai commencé en anglais, puis l'évêque qui était pas loin m'a dit non, en français, il comprend bien. Donc en français, je lui ai dit votre sainteté, je dois vous avouer quelque chose, dans votre académie, je viens dire que l'homme descend du singe, mais ma grand-mère me disait le contraire. Alors, vous croyez ma grand-mère, vous me croyez moi, ça n'a pas d'importance, c'est la même famille. Il a ri beaucoup. Et les amis, les copains, collègues désormais de l'Académie qui étaient alentour, qui étaient là pour cette cérémonie, m'ont dit « Je ne sais pas ce que tu lui as raconté, mais premièrement, ça a duré, ça a été long. Et puis d'autre part, qu'est-ce qu'il a ri, qu'est-ce qu'il s'est amusé ?» Donc voilà, mon contact avec François. Mais vous voyez où ça mène, les singes.
Donc voilà, on laisse les pré-chimpanzés et les chimpanzés. J'ai beaucoup d'autres histoires de singes à vous raconter, mais pas tout le même jour. Et puis de l'autre côté, pré-humain-humain. Alors pré-humain-humain, pourquoi on parle de ces êtres-là? Parce qu'on les a. Parce qu'on a suffisamment fait de fouilles, de recherches, pour en trouver certains qui n'ont pas des millions d'années. Enfin, il y en a qui ont des millions d'années, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Ce sont des primates sûrement, mais on n'est pas sûr qu'ils soient dans ces lignées-là. Mais par contre, dans ces années-là, on a un fossile qui a 7 millions d'années, qui s'appelle Sahelanthropus tchadensis. Vous savez, les noms que l'on fabrique, c'est toujours épouvantable. Et de manière plus simple, on l'appelle Toumaï. Et Toumaï a 7 millions d'années. Il a été découvert au Tchad, sur un site que j'avais découvert moi-même 30 ans avant, par un collègue qui s'appelle Michel Brunet, et qui m'a d'ailleurs fait co-signer sa découverte, ce qui n'est pas connu, mais c'est évidemment une courtoisie que j'ai appréciée. C'est le premier auteur, ça va de soi, mais je suis aussi dans les auteurs qui suivent. Donc Toumaï, 7 millions d'années. Un autre fossile qui s'appelle Aurorine tuganensis. Toumaï a été trouvé au Tchad, bien sûr. Tchadensis, ça va de soi. Aurorine tuganensis a été trouvé au Kenya. Et Aurorine a 6 millions d'années. 6 millions. Donc un petit peu moins, mais quand même pas mal. Et Aurorine... Ah si, c'est Lucie, vous me la passez, tiens. Et Aurorine tuganensis a été découvert par une élève qui s'appelle, et devenue collègue, qui s'appelle Brigitte Senu. Et Brigitte Senu m'a fait aussi co-signer cette Aurorine qui a donc 6 millions d'années. Préhumain aussi. Hein. Et il y en a un autre qui s'appelle Ardipithecus. Et Ardipithecus, qui est connu par 2 espèces. L'espèce la plus ancienne a autour de 5,8 millions, quasiment 6 millions d'années aussi. Et Ardipithecus a été trouvé en Éthiopie. Donc un au Tchad, un en Éthiopie, un au Kenya, dans les formes les plus anciennes. Et les formes un peu moins anciennes quand même, c'est ce qu'on appelle les australopithèques, parce qu'ils ont été trouvés en Afrique australe et pas du tout en Australie, d'abord. Et ces australopithèques, ils sont connus à partir de 4 millions d'années, et c'est là-dedans que se situe Lucie. C'est là-dedans que se place Lucie. Et le groupe des australopithèques est très important, on le connaît au Tchad, on en a déjà parlé, un autre, celui que Brunet a appelé Abel, on le connaît en Éthiopie, on les connaît au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, en Afrique du Sud. Et en Éthiopie, donc Lucie, Australopithecus afarensis, fait partie de ces australopithèques. Autrement dit, tous ces gens-là, tous ceux dont je vous parle là, depuis Toumaï jusqu'à Lucie, pratiquement, de 7 millions d'années à 3 200 000 ans, ce sont des préhumains, et ces préhumains sont tous caractérisés par redressement du corps en permanence. En permanence, je dis bien. Parce que certains collègues, je pense à Pascal Pic, qui est un ancien élève et devenu collègue lui aussi, dit que le corps, enfin en particulier, que le corps est redressé depuis très longtemps, et quand ils trouvent des fossiles de grands singes, ils sont redressés depuis très longtemps. C'est pas vrai. Ils sont redressés, mais de manière occasionnelle. Et ça se voit bien dans les tissus des ossements. Alors qu'à partir de Toumaï, ça se voit bien dans les tissus, le corps est redressé en permanence. Il ne retourne plus à l'état de quadrupédie. Il reste sans arrêt en état de bipédie. Donc tous ces gens-là sont debout en permanence. Comme ils sont debout, on l'a dit tout à l'heure, ils marchent sur leurs 2 pattes postérieures. Et en outre, comme ils ont grimpé auparavant, ils continuent à grimper désormais. Lucie marchait et grimpait, par exemple. Et ces gens-là, comme ils marchent à terre dans des espaces découverts, ils consomment des racines, des tubercules pour la première fois, et comme ils continuent à grimper, ils continuent à manger des fruits. Donc des fruits et puis des tubercules, et c'est un régime nouveau puisque les anciens ne consommaient pratiquement que des fruits,
avec peut-être quelques insectes, puisqu'ils ont, comme vous vous souvenez, ils étaient insectivores à l'origine. Donc voilà tout ce paquet qu'on subdivise bien sûr, mais tout ce paquet de préhumains qui nous apprend quand même beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont debout, ils ont cette double locomotion, ils ont un crâne qui reste petit, l'encéphale reste petit, il se développe un petit peu, et un petit peu aussi sur le plan de l'irrigation, donc ils progressent, je suppose, dans la réflexion. C'est peut-être beaucoup dire. Ils ont une face qui se réduit, c'est la tendance, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une face projetée, d'avoir un museau, elle devient de plus en plus plate, comme celle de l'homme, que va prendre l'homme bientôt. Et puis les dents, elles, aussi réduisent leur taille ou l'augmentent. Si la taille augmente, ça se dirige vers certains descendants. Si la taille se réduit, ça se dirige vers l'homme. Il y a différentes descendances. En tout cas, ce grand groupe des préhumains est maintenant de mieux en mieux connu par des quantités, par des centaines d'individus. Donc on sait de quoi on parle. Et tous ces individus sont tropicaux et africains et tropicaux. Alors Lucie, pourquoi on parle de Lucie? Parce que quand on l'a découverte, c'était en 1974, c'est vieux, hein, elle était représentée par 52 ossements. Alors nous avons, aussi bien vous que moi, 206 ossements. Quelquefois un petit peu plus quand il y a une vertèbre supplémentaire ou certains os surnuméraires, mais enfin 206 ossements. Donc 52, ça ne fait pas le compte, mais dans les 52, il y a des os qui sont pairs, c'est-à-dire que quand vous avez un tibia droit, vous pouvez faire le tibia gauche, quand vous avez un fémur gauche, vous pouvez faire le fémur droit. Et donc on a reconstitué Lucie. Et c'est sans doute sa notoriété, ce qui a fait sa notoriété, c'est-à-dire que la reconstituant, on lui a donné une silhouette, et la silhouette l'a rendue plus vivante, quoi, notamment aux yeux des enfants. Donc Lucie, petit personnage en plus, à qui on avait donné ce prénom qui, dans nos mondes, en tout cas, est facile à retenir, qui était exotique, qui était ancestral, bien que ce ne soit pas l'ancêtre direct, ça ressemblait quand même à un être participant à l'ancestralité de l'homme. Une femme, donc une fille, qui avait cette taille petite, cet âge. On a dit 20 ans parce que c'était un peu poétique. En fait, elle devait en avoir un petit peu moins, mais elle avait toutes ses dents, hein, y compris ses dents de sagesse. Donc ça représente quand même un certain âge, mais dans ces populations-là, peut-être 17-18 ans, pas beaucoup plus. Enfin, tout ça a fait l'espèce de notoriété de Lucie qui, de manière surprenante, est devenue connue, je ne dis pas mondialement, mais quand même très connue à travers le monde, et est devenue, décidément, elle y tient, est connue à travers le monde et est devenue un peu l'emblème de l'origine et de l'histoire de l'homme. Alors, petite histoire, bien sûr, la plus belle que je connaisse. Je ne vais pas vous en raconter 15 parce que c'est trop long, mais quand même la plus belle que je connaisse. Un ami, dans les années 80, je pense, a voulu faire un film sur l'évolution de l'homme, qui est sorti à la télévision. Et pour être gentil, quand je m'appelle Yves, il avait appelé ce film l'histoire de l'homme, l'origine de l'homme, je ne sais plus. Yves, Lucie et les autres. C'est beau, hein? Yves, Lucie et les autres. Eh bien, j'étais à ce moment-là au Musée de l'Homme. Ma secrétaire, Monique Tercis, je la cite, a reçu un appel téléphonique comme celui-là, là, de Télé 7 jours. Hein, je dénonce, je moucharde. Télé 7 jours. Et la journaliste lui a dit, un film va sortir, il s'appelle Yves, Lucie et les autres. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des photographies des deux squelettes? Voyez, on se croit fameux et puis la célébrité vous échappe. Donc, belle destinée, belle route à Lucie, tant pis. Nous, on traîne derrière. Et ma secrétaire, Monique Tercis, a répondu très, très aimablement, bien sûr. Elle leur a dit, écoutez, on va vous envoyer la photographie de l'un des deux. L'autre, il est encore présentable.
Mais c'était il y a longtemps, donc ça a changé depuis. Donc nous voilà. Et alors nous voilà autour de 3 millions d'années, et c'est là que se passe l'essentiel, le nœud de l'histoire. Il y a 3 millions d'années, nouveau changement climatique. On l'a vu il y a 10 millions d'années, le changement, un début d'ouverture du paysage. Et dans une partie de cette Afrique tropicale, cette partie d'Afrique tropicale, le réchauffement s'accuse et le paysage s'ouvre encore plus. Et j'ai eu l'occasion de travailler cette ouverture du paysage pendant 10 ans dans le sud de l'Éthiopie, à la limite de l'Éthiopie, du Kenya, du Soudan, pendant 10 ans quand même, sur des couches fossilifères, extrêmement fossilifères, remplies d'ossements, et qui étaient datées de 2 à 4 millions d'années, 2 à 4 millions d'années. En fait, un petit peu moins, autour de 1, et en fait, autour de 4, quoi, entre 1 et 4. Mais entre 1 et 4, il y a 3, et il se trouve que j'ai vu, enfin c'est visible pour un professionnel de la paléontologie ou de la géologie, on voit le changement climatique qui se fait, on voit les animaux qui se transforment, on voit les plantes qui se transforment, on voit certaines plantes qui disparaissent, on voit d'autres qui apparaissent, d'autres qui se répandent. Enfin, il y a un changement notable qui est dû au changement climatique. Et ce changement climatique, il entraîne forcément de quoi ? La nécessité, l'obsession du changement de tout l'écosystème précédent. Tout l'écosystème qui était dans un milieu sec mais un peu plus humide va s'efforcer de survivre, donc s'efforcer de se transformer en un autre écosystème, le suivant, le descendant, adapté à un milieu beaucoup plus sec. Et j'ai ramassé, je raconte toujours ça parce que c'est vrai, j'ai récolté 50 tonnes d'ossements. C'est fou hein, comme métier. Ramasser des os, vraiment. Et j'ai eu beaucoup de peine d'ailleurs. J'ai réussi à ramener ça à Paris, puis c'est reparti en Éthiopie. J'ai réussi à ramener ça à Paris par des avions militaires qui avaient des passages réguliers avec la France à partir de Djibouti. Djibouti, c'est un territoire qui a été longtemps français, qui est tout près de l'Éthiopie, donc ça a été assez simple, c'est beaucoup dire, mais moins difficile. Donc, sur les 50 tonnes d'ossements, bien sûr, j'ai pu faire des déterminations, des statistiques, etc. Et les travaux m'ont montré que toutes les bêtes s'efforçaient de s'adapter à ce changement climatique. Alors, comment elles s'adaptent ? Beaucoup, comme les éléphants, augmentent le fût de leurs dents. Tout simplement parce que, ayant beaucoup moins de feuilles à manger, ces bêtes-là ont désormais des herbes à manger. Et quand on mange des herbes, on use plus ses dents que quand on mange des feuilles. Donc les fûts des dents d'éléphant augmentent en hauteur. Le nombre de cuspides, de tubercules des dents de cochon, de suidés par exemple, augmente. Les dents de rhinocéros augmentent à hauteur, les dents de chevaux augmentent à hauteur. Enfin, c'est une hypsodontie généralisée pour manger de l'herbe. Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus de feuilles. Donc, ces gens-là continuent à manger de l'herbe. Et par ailleurs, le cheval, qui courait sur 3 doigts, ça s'appelait des hipparions, se met à courir sur un doigt, ça s'appelle des chevaux, le véritable cheval. Et sur un doigt, on court beaucoup mieux, beaucoup plus vite que sur 3 doigts. Or, dans un paysage découvert, qu'est-ce qu'il faut ? Manger, on vient de le voir, et il faut échapper à la prédation, échapper aux carnivores. Et pour échapper aux carnivores, la meilleure fuite est évidemment précieuse. Et qu'est-ce qui se passe avec les préhumains ? Eh bien, un des préhumains, on ne sait pas trop lequel, mais on en soupçonne au moins 2. En tout cas, pas Lucie en tout cas, sans doute. Un des préhumains se fait humain pour la première fois. Alors qu'est-ce qui va changer ? Le préhumain qui marchait et grimpait ne grimpe plus. Il n'y a plus d'herbe. Il n'y a pas de raison de continuer à grimper. Il ne grimpe plus. Ce préhumain va changer ses voies respiratoires supérieures. Quand il y a une atmosphère sèche,
il faut changer la forme de son nez. Regardez les nez des Africains du Congo, enfin je dis Congo, ça peut être la République centrafricaine, hein, en plein tropique et tropique humide, par rapport au nez aquilin des Européens, par exemple. Regardez les couleurs aussi. Et il y a une adaptation au milieu, tout simplement. Hein. C'est pas du tout. Il n'y a pas une adaptation meilleure qu'une autre. Elle est simplement adaptée à l'environnement. Donc, les voies respiratoires supérieures du préhumain se transforment et ça fait descendre le larynx. Le larynx descendu, une caisse de résonance s'installe entre le larynx en position basse et la bouche. Et pendant ce temps-là, le palais s'approfondit et la partie antérieure de la mâchoire, qu'on appelle la symphyse, se rétrécit, devient plus verticale. Et ça libère la langue. Descente du larynx, libération de la langue, tout ça pour mieux respirer. Ça va permettre une adaptation pirate, qui est le langage articulé. Jusqu'à-là, le langage était modulé. Lucie racontait sûrement plein de choses par des cris, des gestes, des mimiques, des sonorités variées. Mais au lieu de sonorités variées, cette fois les sonorités sont articulées. Et l'articulation, ça fait les belles heures de l'université de Saint-Germain-en-Laye. Deuxième transformation importante, les dents. La denture des préhumains n'est pas tout à fait la denture des humains. Les humains vont se trouver un peu courts sur le plan alimentaire, sur le plan du régime, en ce qui concerne l'alimentation végétale. Lucie apparemment mangeait surtout des végétaux, elle était surtout végétarienne, tandis que l'humain a moins de végétaux à consommer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger de la viande. Et s'il mange de la viande, il va falloir qu'il soit plus mobile, parce que le gibier vient pas à vous, il faut aller le chercher. Hein. Donc plus de mobilité et la consommation de viande qui du coup apporte au cerveau des protéines différentes. Mais ça c'est aussi un usage secondaire, un usage tout à fait inattendu. Quant au cerveau, il se développe. Et le cerveau se développe probablement comme la patte du cheval ou comme la dent de l'éléphant, pour songer à plus de stratégies, à de meilleures stratégies, pour échapper aux prédateurs. C'est toujours pareil. La survie à tout prix, c'est l'obsession du maintien de l'espèce, de la survie de l'espèce. Et à ce moment-là, c'est même la survie de l'espèce, encore, mais ça va être bientôt la survie de la personne. Et ce développement du cerveau, pour échapper à la dent du prédateur, va passer d'un seuil. Sometimes more is different. Comme pour le passage des molécules aux cellules, on va passer d'un cerveau de Lucie à un cerveau d'humain. Et ce cerveau d'humain ayant passé un certain seuil, au lieu de ne penser qu'à la prédation, va se mettre à penser à autre chose. Usage pirate. Il va se mettre à penser à lui, à penser à l'autre, à penser à l'environnement, à penser au lendemain, à prévoir, à anticiper, à penser à la mort, à penser à sa mort. Ça fait tout un changement. Oui. Et quand je disais ça à Lévi-Strauss en particulier, qui a été avec moi un certain temps au Collège de France avant de disparaître, il me disait non, me dites pas ça. Je lui disais le cerveau c'est pirate, le langage articulé c'est pirate. Il me dit non, c'est pas possible. Et donc on a fait un usage pirate du développement de notre cerveau fait pour éviter de se faire croquer, et on a fait un usage pirate de notre respiration qui est faite simplement pour mieux respirer en milieu plus sec. Et c'est amusant de penser que sometimes more is different. Et à ce moment-là, on passe à un autre niveau. C'est toujours pareil, on saute d'un palier, si on peut dire ça comme ça, en tout cas dans une continuité
continuité. On descend incontestablement des ancêtres communs avec les chimpanzés, on descend incontestablement des mammifères, et puis plus loin des reptiles, puis plus loin des poissons, et puis plus loin de je ne sais quoi. Si, je sais quoi. Eh bien, à ce moment-là, on passe encore une sorte de discontinuité au sein de la continuité, et cette fois, on va avoir, aux deux paradoxes précédents, souvenez-vous, plus compliqué, plus organisé, puis plus diversifié, mais mieux contrôlé, et ça devient plus libre. La preuve, je suis venu de mon plein gré à Saint-Germain, mais plus responsable. La preuve, c'est que je vous raconte des histoires épouvantables. Mais en tout cas, c'est à beaucoup réfléchir, ça aussi, plus libre et plus responsable. C'est le nouveau paradoxe qui s'ajoute aux deux précédents. Donc 3 paradoxes, et le troisième, on y est, l'humain est plus libre, mais responsable de sa liberté, responsable même de sa liberté. Et en général, ça c'est oublié, plus libre, ça on le comprend très très bien, plus responsable, c'est difficile à comprendre, et du même coup, on devient responsable de notre propre destinée. Ça change beaucoup les choses, c'est une drôle d'histoire hein, quand même. C'est une drôle d'histoire. Quand on ne met pas de message derrière, et moi ça m'est égal, c'est un constat scientifique, donc c'est un constat froid, mais c'est une drôle d'histoire, toute cette longue histoire. Et vers où elle va, on ne sait pas. Parce que à l'avance, par définition, l'adaptation est fonction des changements de l'environnement. Donc, comme on ne sait pas dans quel sens, entre autres, dans quel sens ça va changer, la transformation, par définition, on ne la connaît pas, puisque ce n'est pas déterministe, c'est en fonction de ce qui va se passer et du milieu qui se présente. Alors ça y est, on a passé le cap important là. On a vu où, c'était en Afrique tropicale. On a vu quand, c'était autour de 3 millions d'années. On a vu comment, avec les changements système respiratoire dans cerveau, plus pores debout bien sûr et bipède sans arboricolisme. Et on a vu pourquoi simple changement climatique. Adaptation à un changement climatique. Alors, changement climatique drastique. Hein. Je vous donne juste un exemple, mais je pourrais vous en donner plein. Les pollens. On a trouvé des pollens de plantes de ces âges-là. Et les pollens de plantes de ces âges-là, et d'âge plus ancien et d'âge plus récent, montrent que quand on fait le rapport du nombre de pollens arbres, au-dessus là, sur le nombre de pollens d'herbes, en dessous, ça donne forcément un chiffre qui est d'autant plus élevé qu'il n'y a plus d'arbres, d'autant moins élevé qu'il n'y a plus d'herbes. Ça va de soi. Hein. Eh bien, 3 500 000 ans, on a 0,4. 2 500 000 ans, 2 500 000, 300 000, 3 millions, au moment où apparaît l'homme, 0,01. Passer de 0,4 à 0,01, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'arbres et plus beaucoup de végétaux. Hein. Donc c'est tout à fait clair, quoi. Le changement, c'est un grand coup de sécheresse, et nous sommes nés d'un grand coup de sécheresse. Alors maintenant, je laisse filer l'homme, si j'ose dire. L'homme, ben, qu'est-ce qu'il a? Comme il réfléchit mieux, il est plus curieux. Comme il mange de la viande, il est plus mobile. Comme il réussit son coup, sa démographie augmente. Comme il est aussi mangeur de viande, son aire de répartition s'agrandit. Comme il parle, il a tendance à parler entre soi et puis à aller chercher d'autres choses ailleurs. En tout cas, il bouge tout de suite. Il bouge tout de suite au point que, né il y a 3 millions d'années en Afrique tropicale, on le trouve dès 2,5 millions d'années, vers le Proche-Orient. Il y a un site en Israël qui a 2,3 millions, 2,4 millions, où il y a des pierres taillées. Et puis à partir de là, on le trouve à travers toute l'Eurasie. Il y a des sites maintenant dans le nord de l'Inde avec des traces de décarnisation d'ossements de 2,6 millions. Il y a des sites en Chine qui ont 2,4 millions. C'est un peu moins ancien en Europe pour le moment, mais on trouvera sûrement autre chose. Mais pour le moment, on est à 1,6 million, quoi, en ce qui concerne un site italien qui s'appelle Pirou Nord, qui est dans les Pouilles.
Et donc le bonhomme se déploie, et puis il arrive devant le détroit de Bering, et comme c'est la période des glaciations, aussitôt qu'il y a un glacier, le glacier il pompe l'eau, si j'ose dire, c'est-à-dire que l'eau de mer est un peu enlevée par les glaciers, est un peu mobilisée par les glaciers. Et en l'occurrence, comme la Manche n'a que 100 mètres de profondeur au pire, la mer de Java c'est pareil, le Bering c'est pareil, tous ces territoires se découvrent et les êtres qui sont d'un côté passent de l'autre et les humains qui sont en Sibérie passent en Alaska et rejoignent l'Amérique, ça y est, l'Amérique est rejointe à son tour, et elle est rejointe tard, elle est rejointe vers 50 000 ans au pire, quoi. On a dit, il n'y a pas longtemps, qu'on avait trouvé en Californie, des restes de, toujours pareil, d'écarnisation, donc qui prouvent que quelqu'un a mangé de la viande en grattant les os avec un caillou, mais c'est pas une preuve flagrante, en tout cas celui-là, cet os-là aurait plus de 100 000 ans. Mais même si c'est 100 000 ans, vous voyez, par rapport aux 2,5 millions d'années du Proche-Orient et aux 3 millions d'années d'Afrique, ça ne fait pas le compte. Donc c'est vraiment, l'Amérique est vraiment le nouveau monde. Et voilà, le monde entier est couvert. Alors pour terminer aussi le tour du monde, je vais vous raconter seulement une petite histoire. J'ai été invité à Dijon il y a quelques années pour un congrès concernant le Grand Nord, et en particulier le Groenland. C'est drôle, mais c'était à Dijon. Et donc, il y avait des Inuits, il y avait des Esquimaux. Et comme toujours dans les congrès, on est réunis dans un même hôtel. Et moi, je me trouvais dans cet hôtel-là, puisque je venais à ce congrès et je venais y parler aussi. Je me suis trouvé au petit déjeuner face à un Esquimau, un Inuit. Et donc on prend notre petit déjeuner, on ne se connaissait pas, hein. Donc on se présente, mais enfin c'est toujours un petit peu froid au début, c'est le cas de le dire. Et puis je dis je suis anthropologue. Il me dit pas moi je suis politicien. Alors, je dis bon, je suis à Nuuk, c'est-à-dire dans la capitale, dans le Parlement, etc. Bon. Et puis il me dit, vous savez, le Groenland, c'est un beau pays. Je connais, j'y suis allé plusieurs fois. Mais c'est pas un pays indépendant. Je dis, oui, je sais bien. Nous sommes sous l'autorité des Danois. Et oui, c'est ça aussi. Ils mangent. Puis il me dit, les Danois sont très bien. Oh, je dis, c'est bien. C'est une manière extrêmement élégante de tenir un pays, on n'a pas de soucis du tout. Oh, bah, c'est formidable, formidable. Donc on continue le petit déjeuner. Et puis il me dit, quand même, on aimerait bien être plus libre. Oh, ça c'est, en général, c'est dans ce sens que ça se développe, en effet, que ça évolue. On aimerait bien être moins sous tutelle, quoi, plus indépendant. Alors, je dis, oui, bien sûr. Et il me dit, vous n'avez pas eu une idée pour soutenir ce genre de proposition qu'on voudrait faire aux Nations Unies? Alors, je dis non, c'est vraiment, j'ai jamais pensé à l'indépendance du Groenland, mais je peux essayer, oui. Elle me dit, vous, l'anthropologue, là? Je dis, oui, enfin, non, j'ai pas d'idée. Puis je dis, mais si, bien sûr. Il arrête tout, hein. La tartine tombe, tout s'arrête. Je dis, si, écoutez-moi bien. L'homme est en Afrique, né en Afrique, tropicale, il y a 3 millions d'années. Afrique tropicale. D'accord? D'accord. Il bouge, il se déploie sur toute l'Afrique. D'accord. Il arrive au Proche-Orient. Ok? Vous me suivez? Oui, oui. Donc il est au Proche-Orient à 2,5 millions d'années. D'accord? Ok. Et à partir de ce moment-là, il se déploie, soit vers l'ouest, et il arrive sur les bords de l'Atlantique, soit vers l'est, et il arrive en Chine. Ok? D'accord. Il passe le Bering, il arrive en Amérique. Et de l'Amérique, il passe au Groenland. 5000 ans, autour de 5000 ans. Nord du Groenland. La paix de l'indépendance. Il me dit, je connais, ouais, c'est très bien. Donc le voilà en Amérique, le voilà au Groenland, il y a 5000 ans. Et du nord du Groenland, il descend, surtout le long de la côte ouest,
Et il arrive en bas, il y a 1 millier d'années, et ce sont les Thuléens. Ok, ils connaissaient. Et à ce moment-là, les Européens, nous les Européens, si j'ose dire, on était au bord de l'Atlantique, on avait assez d'attendre, on a pris des bateaux, ce sont les Norrois, qu'on appelle aussi les Vikings, et on est parti se balader, et on est arrivé au bout du Groenland, il y a 1000 ans, il y a aussi 1000 ans. C'est-à-dire que cet homme qu'on a vu il y a 3 millions d'années en Afrique, il a terminé son tour, il a terminé sa visite de la Terre au Groenland. Donc le Groenland est vraiment la fin de la conquête de la Terre par l'homme. Oh, c'est formidable. Je peux le dire aux Nations Unies, si vous voulez. En tout cas, sachez que si le Groenland a bientôt son indépendance, c'est grâce à un petit déjeuner à Dijon. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est l'habitude qu'il y ait des questions. Oui, bien sûr. Alors, à votre service, moi je suis, pour ceux qui ont la patience, parce que j'ai été un peu long, mais forcément c'est une longue histoire, puis j'ai tellement envie de vous raconter des histoires. Il y en a d'autres. Merci, professeur. C'était à la fois un voyage dans les profondeurs du temps, un voyage géographique qui nous amène au Groenland. On en saura un peu plus. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les transmettre, de façon à ce qu'il y ait une vingtaine de minutes d'échange entre la salle, vous-même, et Yves Coppens. Je vous fais l'honneur et l'amitié d'être présent. Votre récit était passionnant. Vous n'avez pas parlé du feu. Oui, c'est vrai. Alors, les traces de feu sont anciennes, mais évidemment, elles peuvent être tout à fait naturelles. Et on ne prend en compte un feu véritablement fabriqué qu'à partir du moment où on trouve des restes de feu dans des foyers, c'est-à-dire vraiment des foyers circonscrits et dans lesquels l'homme aurait véritablement fabriqué le feu. Et ces restes-là, on les trouve en Israël, par exemple dans un site israélien de 7 à 800 000 ans, dans des sites chinois de 700 000 ans, c'est Choukoutia, c'est le site de l'homme de Pékin, dans des sites bretons, Ménez-Drigan, dans le Finistère, autour de 500 000, Terra Amata, à Nice, de 400 000 ans. Donc vous voyez en gros autour de 500-800 000 ans, 500-800 000 ans, l'homme aurait été capable de fabriquer le feu, de véritablement inventer le feu. D'ailleurs, j'aime bien cette histoire du feu parce que j'ai été invité par le New York Times à faire un article au mois de juillet dernier, c'est tout récent, sur l'avenir de l'homme. Et en me disant, est-ce que vous ne craignez pas cet avenir de l'homme qui paraît incertain avec les développements des sciences et des techniques, c'est épouvantable. Et j'ai appelé mon article, vous allez m'en vouloir, le syndrome de ma belle-mère. Pas gentil, hein. Et ma belle-mère est charmante, hein. Mais c'est tout simplement parce que ma belle-maman, qui a 85 ans, commence toutes ses phrases par « avant ». Et avant, c'était beaucoup mieux. Et aujourd'hui, c'est effroyable, et demain, c'est épouvantable. Donc je leur dis, voilà ce que je pense d'aujourd'hui. Moi, je n'en sais pas plus que vous. Évidemment, le transhumanisme, évidemment, les histoires de manipulation génétique, manipulation des molécules, manipulation des atomes, nanotechnologie, tout ça est très inquiétant d'une certaine manière et merveilleux d'une autre façon. Mais moi qui ai vécu aux côtés de l'Homo erectus, au moment où certains d'entre eux avaient découvert le feu, ben je vous dis pas, il y avait plein de belles mamans qui disaient « Oh là là, c'est effrayant, c'est effroyable aujourd'hui, maintenant on a le feu, ces imbéciles vont brûler la terre. » Donc c'est pareil, quoi. Il y avait aussi des belles-mères à ce moment-là, et le syndrome était le même. Donc on vit finalement aujourd'hui une situation identique à celle d'il y a 800 000 ans. Et si je remonte à 3 millions d'années, c'est pareil.
lorsque dans une société, certains se sont mis à taper sur des cailloux pour fabriquer des pierres véritablement taillées, aménagées, ces gens-là ont dû être très critiqués par toute une partie de la population qui s'est dit qu'est-ce que c'est que ces types qui tapent sur des cailloux au lieu de s'en servir directement, quoi. Ça fait un bruit terrible d'ailleurs. C'est épouvantable. Que va devenir l'humanité? Donc le syndrome de Babelmer, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme les humains, et soyons confiants, ayant confiance en la science. Tout ceci pour vous dire que le feu me sert bien quand même, c'est un exemple flagrant, quoi. C'est vrai, avouez que des gens d'une société qui voient certains autres se mettre à fabriquer le feu, ça a dû quand même impressionner. Alors, il y a un certain nombre de questions qui concernent la paléontologie, d'autres plutôt la période de l'émergence de l'humain. On va commencer par cette question sur la paléontologie. À supposer que les dinosaures n'aient pas disparu au profit des primates, entre parenthèses que nous sommes, une certaine espèce d'entre eux aurait-elle pu parvenir à un certain degré de développement intellectuel et technologique? On n'en sait rien, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est très confortable pour le paléontologue. On peut raconter le passé, mais on ne prévoit pas l'avenir, même l'avenir des dinosaures, tout simplement parce que l'avenir dépend des conditions de climat, de milieu, d'environnement, et que c'est en fonction de cela que la vie se développe dans un sens ou dans un autre. Mais ce que je peux vous dire quand même, ce qui est très intéressant, c'est que les derniers des dinosaures, alors que c'était des reptiles, avaient déjà le sang chaud. C'était plus des reptiles à sang froid. C'est-à-dire qu'ils se développaient quand même dans le sens que les mammifères ont ensuite utilisé, c'est-à-dire que les mammifères sont devenus des animaux à température beaucoup plus équilibrée. Et cela se voit par l'histologie, par l'étude des tissus. Donc il y a l'évolution a plein d'idées. L'évolution bricole beaucoup, comme je vous l'ai dit aussi. Ceci étant dit, il y a quand même des tendances évolutives, de même que chez l'humain, la tendance au développement du crâne apparaît dans plusieurs formes d'humains, il y a plusieurs espèces humaines qu'on n'a pas eu l'occasion de développer. Mais de la même manière, certaines découvertes, entre guillemets, de l'histoire évolutive se fait d'une manière comparable dans plusieurs branches de l'histoire des êtres vivants. Et en l'occurrence, ces dinosaures commençaient à avoir la régulation thermique qui était celle des mammifères qui étaient déjà apparus à ce moment-là. Donc parallélisme, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas continué aussi à se développer. Alors, plusieurs questions sur le monde néandertalien. On en a parlé à toute fin. Je les mets ensemble. Pendant combien de temps les Néandertalensis et les sapiens sont-ils cohabités et où auraient-ils cohabité? Et comment s'opère la distinction entre Néandertal et sapiens? Est-il possible qu'il y ait eu des descendants entre Néandertal et Cro-Magnon? Voilà, 3 questions qui tournent autour de cet élément d'étude paléoanthropologique et sur l'humain. Alors, Néandertal est considéré à juste titre comme une espèce humaine différente. Le décryptage de l'ADN de Néandertal a été pratiquement fait. On a fait ça par brins. Ça a été fait dans plusieurs laboratoires. Le plus ancien, c'est celui de Leipzig, qui a eu des résultats tout à fait éclatants. Et donc, connaissant l'ADN de Néandertal, on a vu en effet que l'ADN de Néandertal n'était pas l'ADN de l'Homo sapiens, qu'on appelle aussi en Europe l'homme de Cro-Magnon. Donc, Homo sapiens, homme de Néandertal, vraiment 2 espèces. Pourquoi 2 espèces? Parce que lorsqu'une espèce se trouve isolée, petit à petit, elle dérive génétiquement. C'est normal. À partir d'une espèce d'un certain effectif, vous avez un petit morceau de l'effectif qui est isolé. Le petit morceau de l'effectif, si on additionne ses caractères génétiques, c'est forcément une addition qui est différente de l'addition des caractères génétiques de l'espèce principale.
parce que les effectifs sont différents. 100 personnes d'un côté, 100 000 de l'autre, ça fait des génomes cumulatifs forcément différents. Alors je vous donne un exemple, je vois la porte ouverte dans le fond, et c'est dommage que mon exemple ne va pas être bon, mais on est arrivé par là. Imaginez que la porte soit fermée, ça y est, on ne peut plus sortir. On ne peut plus sortir. C'est embêtant, hein. Je vois bien l'angoisse là sur vos visages. Mais comme je vois qu'il y a de l'interfécondité possible, on est enfermé pour quelques milliers d'années, on va faire des enfants, et les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, quand les portes vont se rouvrir, vont trouver des gens de Saint-Germain complètement différents de ceux qu'on aura fabriqués dans votre université, madame, c'est épouvantable. Et c'est ça la spéciation, c'est ça l'isolement géographique, et c'est ça qui fait les espèces différentes. Et il se trouve que l'homme est sorti d'Afrique, on l'a bien vu tout à l'heure, il s'est répandu à travers l'Europe et l'Asie, on l'a bien vu tout à l'heure, et au bout de l'Europe, il s'est trouvé coincé, fermé, emprisonné, piégé par le développement des glaciers qui a coupé les rapports géographiques et du coup les rapports génétiques entre ses ascendants et son petit groupe. Et donc le petit groupe a dérivé génétiquement. Petit à petit, les premiers néandertaliens, si je puis dire, les premiers pré-néandertaliens devaient ressembler aux Erectus qui venaient de quitter. Puis ensuite, ils ont été un peu différents, puis un peu différents, puis un peu différents. Et puis à terme, ils sont devenus très, très différents. Il n'y a pas plus néandertaliens que les derniers des néandertaliens, puisque c'est une transformation qui est progressive. Alors, comment ça s'est passé ensuite? Eh bien, il se trouve que, pour moi, à partir du moment où apparaît l'homme, avec la conscience qui lui est apparue, comme je vous l'ai suggéré, à partir du moment où l'homme apparaît, il fabrique des outils, il anticipe, il a donc une culture. Dans un environnement naturel apparaît un environnement culturel. Et cet environnement culturel doit, je pense, rétroagir sur l'environnement naturel. Et cette rétroaction fait que la notion d'espèce n'est plus tout à fait la même. Je pense qu'il y a plus de porosité entre les espèces humaines qu'il y en a entre les espèces animales ou végétales. Moi, j'ai vu des antilopes croiser d'autres antilopes, elles s'ignorent, hein, ça leur est complètement égal. J'ai vu des humains croiser d'autres humains, ou bien ils se tapent dessus, ou bien avec beaucoup de méfiance, ils s'approchent, bavardent, se font des politesses, et puis finalement échangent peut-être des nouvelles, des idées sur la végétation, les rencontres, l'alimentation, enfin, etc. Et ils échangent des filles. Ils échangent des filles, donc ils échangent des gènes, et le métissage, l'hybridation se fait d'autant plus facilement. Alors, en effet, à Leipzig, l'analyse des brins d'ADN a montré que certains Néandertals avaient rencontré certains Cro-Magnons et qu'il y avait eu certaines hybridations, et que ces hybridations, les Européens et les Asiatiques, pas les Africains, puisque ça s'est passé hors d'Afrique, en Eurasie, les Européens et les Asiatiques en portent 2 à 4%. Donc nous avons, vous et moi, sauf s'il y a des Africains dans la salle qui, du coup, ne sont exclus de cela, des gènes, quelques gènes de Néandertal. Alors, pour poursuivre, parce que votre grand-mère a marqué les esprits, y compris ici, comment est venue l'idée aux ancêtres de votre grand-mère de manger de la viande? Et l'homme serait-il ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait jamais mangé de la viande carnée? Et pour revenir aussi aux travaux de paléoanthropologie, à votre découverte de 1974, Lucie ne se serait pas noyée. Pouvez-vous en dire quelques mots? L'histoire de l'alimentation carnée, comme vous l'avez bien compris, c'est une
C'était valable il y a 3 millions d'années pour les raisons climatiques que je vous ai expliquées. C'est-à-dire qu'on s'est mis à manger de la viande non pas par gourmandise, mais par nécessité, c'est bien entendu. Ceci étant dit, il se trouve en effet, que cette viande à ce moment-là a apporté, et ça a été une bonne chose, des protéines nouvelles, beaucoup plus efficaces au cerveau que ne l'avaient été les protéines végétales précédentes. C'est toujours valable à un moment, à une certaine époque, dans certaines conditions. Aujourd'hui, les conditions sont différentes. De toute façon, les protéines animales gardent leurs propriétés, mais on peut aussi vivre de protéines végétales. Je sais qu'il en est beaucoup question en ce moment. Il en faut plus, quoi. La quantité est plus grande, je ne sais pas, je ne connais pas les proportions, mais on peut trouver l'équivalent est quantitativement plus important que ne l'est la quantité de viande nécessaire à l'alimentation du cerveau. L'autre question, c'est sur Lucie. Alors Lucie, ça s'est passé de la manière suivante. Moi, je travaillais déjà en Éthiopie. Je travaillais dans le sud de l'Éthiopie. Et à Paris, j'étais au Musée de l'Homme. Et vient me voir un jour au Musée de l'Homme, c'était en, 68, 69, un ami, collègue, géologue, qui s'appelait Tayeb, Maurice Tayeb. Et Tayeb vient avec une dent d'éléphant. Il me dit, je suis en train de faire ma thèse en Afar, et regarde, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Et évidemment, c'est mon boulot, hein. Donc je n'ai pas eu d'hésitation. Je lui dis, pour moi, c'est telle espèce d'éléphant, c'est une espèce éteinte, elle a entre 2 et 3 millions d'années. 2 et 3 millions d'années. Le site en question s'appelle Lady, et il se trouve que c'était je vous dis, 68-69, et il se trouve que Lady vient d'être seulement daté l'année dernière, 2,8 millions. Ah oui, c'était pas mal, hein. Au pif, j'avais dit entre 2 et 3 millions d'années. Mais c'est pas extraordinaire, hein. C'est une question d'expertise de n'importe quel professionnel, quoi. Donc voilà, je dis à Tayeb, c'est intéressant, bien que ce soit pas ton boulot, si tu continues à faire de l'archéologie dans cette région-là, regarde autour de toi, si tu trouves quelque chose, tu me le rapportes. Il revient l'année suivante avec d'autres fossiles de vertébrés. Et les autres fossiles, c'était un peu plus diversifié. Ça avait aussi quelques éléments d'éléphants, quelques éléments de cochons. Et je lui dis, même âge. Pour moi, c'est à peu près le même âge. Le premier site s'appelait Lady, ce site-là s'appelait Gawani. Toujours en Afar. Et puis, du coup, on se dit, tiens, c'est intéressant, ce serait pas mal qu'on monte une expédition. Il y avait un grand congrès à Addis Abeba en 71, et l'expédition, on l'a tout de suite montée après le congrès, et on a appelé notre expédition IARE, c'est ce qui signifie International Afar Research Expedition. On est parti à 4 en 1972, 2 Américains, 2 Français. Et au bout d'un certain temps, d'abord, on est donc 4 fondateurs, si vous voulez, de la International Afar Research Expedition. Au bout d'un certain temps, un des Américains a dit « je me retire ». Donc on est resté 3, et on est donc resté 3 fondateurs, et on se dit on va co-diriger cette expédition ensemble. Alors pourquoi on a dit ça? Pardon de donner des détails, mais c'est important, parce que dans le sud de l'Éthiopie où je travaillais précédemment, les Américains et nous, les Anglais, on s'était séparés des territoires. C'est un peu comme les miniers, c'est-à-dire qu'il y avait un terrain pour la mission américaine, il y avait un terrain pour la mission française, un terrain pour la mission britannique. Et Tayeb, qui avait fait les premières découvertes, nous a dit, on est 3, vaut mieux qu'on reste ensemble, c'est pas la peine qu'on se sépare le terrain, on va continuer à travailler comme 3 co-directeurs. Donc on était 3 fondateurs, on est devenus 3 directeurs, 3 chefs d'expédition en gros. Alors chacun a rappelé ses troupes. Johanson est venu avec un certain nombre de jeunes collègues américains, moi avec des jeunes collègues paléontologues, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, français, et Tayeb avec des collègues géologues ou en tout cas des sciences de la Terre, français aussi, ou autres, il y avait une allemande je crois. Donc voilà, on était 3 groupes
mais 3 groupes qui n'en faisaient qu'un. Et donc on est devenu une seule expédition, et l'accord c'était si l'un de nous ou l'un de ceux de notre équipe trouve un fossile important le premier, tout le monde signe, mais le premier auteur c'est celui qui a trouvé, ce qui était normal. Or il se trouve que le premier morceau de Lucie a été ramassé, c'est du ramassage, ça c'est autre chose, a été récolté par Tom Gray. Alors ça vous dit rien, mais Tom Gray, c'était un élève, un thésard de Johansson. Et c'est la raison pour laquelle notre première publication, qui s'est faite à l'Académie des sciences, ici, l'Académie des sciences à Paris, ça j'y tenais beaucoup, a été signée par Johansson le premier, patron de Tom Gray, par moi après probablement, et puis Tayeb enfin. Et quelques années plus tard, après étude, on a trouvé que Lucie avait des traits tellement particuliers qu'il fallait en faire une nouvelle espèce. Longtemps après, 74, ça c'était 78. On a inventé le mot Australopithecus afarensis, et Australopithecus afarensis a été signé pour toujours. C'est dans le code zoologique international. Johansson, White et moi. Alors White, qu'est-ce qu'il va faire là, White? Tim White. Tim White travaillait en Tanzanie. Et Tim White avait trouvé en Tanzanie des restes d'humains, d'hominidés fossiles, très comparables à ceux de Lafare. Si bien qu'on a pensé que c'était les mêmes que ceux de Lafare, et on l'a appelé afarensis comme ceux de Lafare. D'où la présence de White qui arrivait avec tout un matériel tout neuf, qui se joignait au matériel d'Éthiopie, Tanzanie, Éthiopie. Donc tous les 3 on a signé, on est devenus tous les 3 aussi parrains de Lucie et d'Australopithecus afarensis en général. Parenthèse, je crois qu'on s'est trompé. Je crois qu'on a eu tort de mettre dans le même paquet celui de Tanzanie et celui d'Éthiopie. Il faudra un jour, c'est du détail technique, il faudra un jour les séparer comme ils étaient au départ. Il y a sûrement des analogies, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le même. Il y a quand même 2000 km entre les deux, c'est pas une raison, mais à cette époque-là, c'est une raison, parce que l'isolement géographique est une réalité, quoi. Donc voilà. Donc en ce qui me concerne, je suis co-créateur, fondateur de l'expédition, co-directeur de l'expédition, co-signataire de la découverte, co-signataire du nom Australopithecus afarensis. Alors vous nous avez plongé dans le temps, et il y a une question qui se pose, c'est les techniques de datation. Sur l'étude de la paléoanthropologie, vous en avez assez peu parlé, mais peut-être pour éclairer un certain nombre d'éléments. Oui, alors, la datation, c'est évidemment extrêmement important. Parce que, comme je le disais un peu tout à l'heure, nous sommes des historiens. Nous sommes des historiens. Donc, une histoire qui n'a pas de calendrier, ce n'est plus une histoire. Il faut que les dates soient dans l'ordre. Autrement, l'histoire que l'on raconte, c'est plus l'histoire, c'est une histoire. Ça n'a plus de sens. Donc, comme vous comprenez bien, la datation, c'est extrêmement important. Et les datations, je ne vais pas vous les détailler, parce qu'il y en a beaucoup, mais ce sont des datations soit relatives, soit absolues, dites absolues. Alors, les datations relatives, par exemple, une couche se dépose, puis une autre couche par-dessus, puis une autre couche par-dessus, puis une autre couche par-dessus. Il est évident que celle-là est plus récente que celle du dessous. Au contraire, les rivières, la rivière elle est là, et puis elle laisse une plage, elle laisse le fond de son lit, et elle creuse son lit. Donc elle laisse une plage soulevée. Et puis elle creuse, et puis elle creuse, puis elle creuse. Donc plus les restes d'alluvions fluviales sont hautes, plus elles sont anciennes. C'est l'inverse de l'accumulation des sédiments en plaine. Et évidemment, ça paraît simple comme ça, mais tout ça c'est agité par des failles, tout ça c'est coupé par des érosions et des remplissages secondaires, enfin c'est quelquefois très compliqué. Alors les datations absolues sont d'ordre divers, en général ce sont des datations par transformation des éléments, bien sûr. Transformation de certains éléments comme le carbone,
exemple carbone 14, transformation des éléments comme le potassium, exemple potassium-argon. Le carbone, il est cosmogonique, il est dans l'espace, il est dans l'air ici. Et vous avez du carbone 14 dans vos ossements. Mais au moment où vous disparaissez, au moment où vous mourrez, le carbone 14 va se dégrader petit à petit. Donc il y en aura de moins en moins. Et la mesure stable de votre vivant va devenir de plus en plus réduite, au point qu'après 50 000 ans, même un peu moins, il n'y a plus de carbone 14. Donc c'est la mesure du carbone 14 qui reste, qui va donner un âge. C'est de la même façon, on utilise aussi les acides aminés. Les acides aminés, ils sont dans l'os. Quand on envoie une lumière polarisée dans l'os, ça dévie la lumière vers la gauche. Et quand vous êtes mort, l'acide aminé, petit à petit, dévie la lumière vers la droite. Si bien que l'angle de déviation donne finalement l'âge de la mort, quoi. Alors c'est plus compliqué que ça parce que ça dépend de la température du sol, enfin, etc. Alors potassium-argon, c'est simple, c'est celui que j'ai beaucoup utilisé en Éthiopie. Ça, c'est dû au volcanisme. Un volcan crache, il fabrique du potassium radioactif. Comme tout élément radioactif, les éléments radioactifs sont instables, donc ils se transforment. Et le potassium ne va pas rester comme ça, là, en attendant que ça se passe, il va se désintégrer. Et c'est ce qui fait la bombe atomique, hein. Et la désintégration va passer du potassium à l'argon, qui est un gaz, et de l'argon 40 à l'argon 39, poids atomique. Et donc, si ça se passe dans l'air, l'argon est volatile, on n'en a plus. Mais si ça se passe à l'intérieur de cristaux, on trouve ce qui reste du potassium d'origine, et on trouve ce qu'il y a d'argon de transformation. D'argon de transformation du potassium, de désintégration du potassium. Donc la mesure de l'argon sous vide, la mesure de l'argon qui a été transformé, la mesure du potassium qui reste, donne un âge de qualité, un âge absolu de qualité. Et cette chose-là, on l'a multipliée. Alors maintenant, c'est uranium qui donne du thorium, c'est rubidium qui donne du strontium, il y a encore d'autres éléments dont on se sert aujourd'hui, magnésium aussi, aluminium aussi, strontium aussi, enfin, etc., quoi. Il faut que les éléments soient instables, parce que s'ils sont stables, ça ne sert à rien. Et ça permet des datations avec une certaine marge d'erreur, et on multiplie les datations pour réduire évidemment la marge d'erreur. Mais ça me permet de vous raconter une histoire. Ça se passait en Angleterre. Il y avait une petite réunion, un petit colloque auquel j'assistais, et c'est un Hollandais qui s'appelait Dick Hoyer qui faisait une conférence sur le cheval. Il termine sa conférence et une collègue anglaise lève la main et lui dit « Sais-tu quand apparaît le vrai cheval ?» Il dit non. Et moi, je lève le doigt, moi je dis « Je sais ». Là où je travaille en Éthiopie, je vois l'Hyparion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui a 3 doigts là, devenir cheval, et bêtement, au lieu de donner la marge d'erreur, je dis juste en dessous d'un niveau volcanique, d'1 930 000 ans. Autrement dit, le vrai cheval est apparu il y a 1 930 000 ans. Mais en bon scientifique, j'aurais dû dire il y a 1 930 000 ans, plus ou moins 150 000 ans, plus ou moins 200 000 ans. Donc je dis, le vrai cheval est apparu il y a 1 930 000 ans. Il y a un petit Anglais, salopard, qui lève le doigt et qui dit « October ». Comme ce genre de type, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, je l'ai pris dans mon laboratoire à Paris. Il s'appelle Martin Pickford et il travaille avec moi depuis des années maintenant. C'est imparable, hein, il n'y a pas moyen de récupérer une chose pareille. Bon, une dernière question, Madame la Présidente. On profite et on se réjouit. Vous avez parlé d'éthologie, il y a 2 questions qui portent sur les conflits entre humains. Quand ont-ils commencé? Le début des oppositions entre hommes. Et la première sépulture. Là, on revient vers des périodes plus récentes.
Les traces de conflits, enfin, les conflits ont toujours dû exister. Enfin, je veux dire que c'est dans la nature humaine d'être prédateur et même prédateur contre ses propres troupes, si j'ose dire. La prédation, enfin, il y a le respect de la personne. Donc, il y a l'espoir de garder sa personne, l'obsession de la conservation. Mais l'obsession de la conservation est devenue un petit peu au fil des années, hein, c'est pas nouveau, mais l'obsession de la conservation du groupe, d'où les kamikazes, hein, qui travaillent pour une idée et pas pour leur personne, puisque par définition leur personne est sacrifiée.